Décryptage. Un éclairage juridique, politique et historique de notre société, présenté par Bertrand Sergue, docteur en droit. Décryptage, l'édition politique. Décryptage de la nomination du nouveau Premier ministre, M. Jean Castex, et de la composition de son équipe gouvernementale. Il faut d'emblée le préciser, la nomination d'un Premier ministre et la formation d'un gouvernement n'est aucunement le fruit du plus grand des hasards. Ces derniers sont principalement issus d'un long cheminement intellectuel visant à concilier de nombreux impératifs. Représentation équilibrée des forces politiques alliées du mouvement présidentiel, prise en compte des résultats des derniers scrutins, nécessaire parité et équilibre en termes d'âge dans l'attribution des ministères, présence de personnalités issues de la société civile ainsi que de personnages médiatiques, sont les leitmotifs des remaniements ministériels actuels. Le choix du Premier ministre, il en dit long sur les intentions du chef de l'État. La nomination de Jean Castex, énarque de formation, au profil de technicien et non de personnalité politique de premier ordre, démontre la volonté d'Emmanuel Macron de se placer sur la ligne de départ de la prochaine élection présidentielle. Privilégier en effet le recours au service d'un haut fonctionnaire, grand serviteur de l'État agissant dans l'ombre des marches du pouvoir, atteste du souhait de l'actuel locataire de l'Élysée d'éviter l'émergence d'un rival politique pour la présidentielle de 2022. Jean Castex est un homme expérimenté, qui a été en première ligne dans la gestion de la crise du coronavirus. Compétent dans les situations d'urgence, il n'est en revanche le chef d'aucun parti, le ténor d'aucune tendance de la majorité. Plus que le poids politique de son Premier ministre, Emmanuel Macron estime donc que c'est son autorité personnelle qui sera la meilleure gardienne de la cohésion de la majorité à l'Assemblée nationale. De plus, les élections de 2020 ont démontré l'impérieuse nécessité pour le président de la République de prendre davantage en compte la ruralité, l'estime envers les élus locaux. Jean Castex est alors tout indiqué dans le rôle de Premier ministre compte tenu de son statut de maire de la ville de Prades, sous-préfecture des Pyrénées-Orientales, commune ne recensant que 6000 habitants. L'homme, à l'accent du sud-ouest, objet de certaines railleries déplacées, pourrait incarner la province ou encore la ruralité, des territoires jusque-là farouches envers la politique du chef de l'État. Il fallait également fracturer la droite, véritable menace à l'approche des prochains scrutins électoraux. Le parti des Républicains est le grand rival de la République en marche. Actuellement sans leader d'envergure, Emmanuel Macron tente de capter les voix d'une droite puissamment implantée sur le plan local, mais affaiblie au niveau national. La nomination de Jean Castex, homme de droite, proche de Nicolas Sarkozy ou encore de Xavier Bertrand, permet de continuer cette sape de l'électorat de droite. En revanche, ce nouveau Premier ministre devra pleinement endosser le costume de chef du gouvernement et faire face aux dossiers brûlants des mois prochains. De fait, Jean Castex devra apprivoiser le crépitement des flashs des appareils photo et objectifs de caméra. Il ne pourra plus se réfugier dans la pénombre qu'il apprécie tant. L'on s'attendait également à un remaniement de grande ampleur, en réalité il n'en est rien. Nous restons en toute honnêteté sur notre faim. Les 2/3 des ministres faisaient déjà partie de l'ancienne équipe gouvernementale. Nous assistons surtout à un jeu de chaises musicales entre ministres et entre ministères. Une sorte de changement dans la continuité, diront certains. À noter malgré tout l'arrivée de 2 personnalités médiatiques et le départ de 5 fidèles du président Emmanuel Macron. Ce gouvernement, en grande partie inchangé, peut être décrypté comme révélateur d'un manque de troupes de réserve pour la Macronie. Afin d'éviter une véritable déception à l'annonce de cette nouvelle équipe gouvernementale, il fallait prendre un risque politique, en nommant une ou plusieurs personnes qui prendront facilement la lumière et feront oublier les modifications mineures effectuées au sein du dit gouvernement. La nomination d'Éric Dupond-Moretti fait office de prise de guerre pour le chef de l'État ainsi que son Premier ministre. Pour autant, l'attribution du ministère de la Justice au célèbre avocat pénaliste est un énorme risque politique. Véritable bête médiatique, ne répondant d'aucun maître, Éric Dupond-Moretti semble difficilement contrôlable et peu enclin à recourir au langage policé de l'homme politique. Sa nomination fut immédiatement perçue comme, et je cite, une véritable déclaration de guerre faite à la magistrature selon les propos même de la présidente de l'Union syndicale des magistrats, Madame Céline Parizeau. En effet, les relations entre l'avocat et ceux qui sont chargés d'appliquer le droit sont tout sauf un long fleuve tranquille. En 2018, le pénaliste avait fait part de son souhait de supprimer l'École nationale de la magistrature,
coupable selon lui de former une caste trop corporatiste. Avocat du frère de Mohamed Merah, de Jérôme Cahuzac ou plus récemment de Patrick Balkany, l'avocat nordiste est connu pour ses coups médiatiques et son franc-parler. Des prétoires à la chancellerie, la transition ne sera pas aisée, tant il est vrai que Maître Dupond-Moretti est une personnalité clivante. L'ogre des assises, dont la moindre apparition dans une émission de télévision fait bondir l'audimat, et où la signature sur une jaquette de livre vaut garantie de best-seller, est la personnalité médiatique que tous les Français connaissent. L'homme qui avait refusé en 2013 la Légion d'honneur, invoquant son mépris pour cette institution, devenu selon lui le symbole d'un copinage politique malsain, est une véritable bombe politique à retardement pour un gouvernement qui pourrait vaciller au moindre coup de sang du célèbre Akitator. La seconde surprise concerne la nomination au poste de ministre de la Culture de Madame Roselyne Bachelot. Ancienne ministre de l'écologie sous la présidence de Jacques Chirac, puis ministre de la Santé et des Sports avec Nicolas Sarkozy comme président de la République, Roselyne Bachelot signe un retour fracassant sur la scène politique qu'elle avait pourtant quittée en 2012. Elle avait par là même renoncé à la vie publique pour passer de l'autre côté du miroir et mener une carrière d'animatrice et de chroniqueuse à la télévision. Ami proche de François Fillon, ses choix d'une campagne de vaccination coûteuse et jugée peu efficace en 2009, lors de l'épidémie de la grippe H1N1, furent largement raillés. Mais son action, visant à la prudence, est désormais réhabilitée avec l'actuelle épidémie de coronavirus. Roselyne Bachelot est aussi connue pour son franc-parler qui pourrait faire quelques étincelles dans le monde souvent feutré de la culture. Elle hérite aussi d'un ministère soumis à une instabilité chronique. Il faut également préciser que les choix exprimés par les électeurs en termes de défense de la planète lors des élections municipales de 2020 sont en partie laissés lettre morte par la nomination d'une Barbara Pompili n'ayant pas la stature de Nicolas Hulot. C'est le choix de la facilité qui a été privilégié, visant à nommer une personnalité qui ne fera certainement pas de vagues et sera restée dans les rangs. La nomination de ces nombreux entrants, elle conduit mathématiquement parlant au départ de plusieurs personnalités, en premier lieu desquelles se trouve Christophe Castaner. Son sort faisait peu de doute tant il incarnait les difficultés de la précédente équipe gouvernementale. Malgré son lien indéfectible avec le premier personnage de l'État, il aura souvent donné l'image d'un homme peinant à habiter le rôle du premier flic de France tout au long de l'exercice de sa fonction. Gérald Darmanin, sous le coup d'une procédure judiciaire, lui succède avec la lourde tâche de renouer le lien entre les policiers et leur ministre de l'Intérieur. Autre départ, celui de Nicole Belloubet. Cette personne aura quant à elle été la ministre de la Justice ayant eu à subir une grève historique de la part des avocats. La désormais ex-locataire de la place Vendôme paye sans doute une communication trop effacée et surtout le long bras de fer qu'il a opposé avec le milieu judiciaire. Enfin, l'ancienne ministre du Travail, Muriel Pénicaud, fragilisée par le débat sur la réforme des retraites et faisant face aux polémiques sur l'allongement du congé de deuil après le décès d'un enfant, a également été remerciée et remplacée par Elisabeth Borne, ancienne ministre de la Transition écologique et solidaire. Les grands équilibres demeurent, avec des ministres importants, issus de la droite comme Bruno Le Maire à l'économie, mais aussi du PS comme Jean-Yves Le Drian aux affaires étrangères et Florence Parly aux armées. En dehors du remaniement ministériel, la porte-parole du gouvernement fait elle aussi les frais de cette recomposition politique. Sibeth Ndiaye, fidèle d'Emmanuel Macron, tire sa révérence après avoir concentré la foudre des critiques sur ses maladresses. Elle cède sa place de porte-parole de la présidence de la République à Gabriel Attal. Ancienne conseillère presse d'Emmanuel Macron, durant la campagne présidentielle puis à l'Élysée, cette grande fidèle du président, qu'elle assume protéger à tout prix, a dû essuyer diverses polémiques en raison de maladresses de communication concentrant de virulentes critiques. En conclusion, ces changements en matière de poste ainsi que cette stratégie politique seront-ils efficaces pour calmer la gronde des Français, redonner espoir à nos compatriotes et conjurer le déclin de la participation aux divers scrutins électoraux? La tâche semble ardue, voire quasi impossible. Espérons surtout que ce nouveau gouvernement ne soit pas, pour reprendre l'expression chère à Emmanuel Macron, de la poudre de perlimpinpin. Donc ce que vous proposez comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin. Je vous remercie d'avoir suivi cette chronique et vous souhaite une excellente journée. Décryptage. Un éclairage juridique, politique et historique de notre société, présenté par Bertrand Sergue, docteur en droit. Décryptage, l'édition politique.